Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Donc vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré et il est presque 15h. Dans le studio de La Voix d'Ambroise Paré, qui je vous le rappelle se trouve au rez-de-chaussée de l'hôpital. Vous allez auprès de l'accueil, vous pouvez prendre un couloir, c'est indiqué, vous pouvez venir nous voir. Christiane, je crois que nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui. Alors, on a un invité exceptionnel parce que la radio des patients, La Voix d'Ambroise Paré, nous recevons un homme de radio. Franck Lanoux, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Vous n'êtes pas de ceux qui sont devant le micro, vous faites partie des hommes de l'ombre qui pensent, construisent, font vivre et même font remonter des radios et leurs audiences. Vous avez une carrière impressionnante dans plusieurs médias et même à l'étranger. On vous doit entre autres le sauvetage et la spectaculaire remontée de RMC, on va en reparler tout à l'heure. Et vous êtes aussi ici pour nous parler d'un très beau livre paru dans une collection prestigieuse qui est chez Plon, la collection s'appelle Les Dictionnaires amoureux, et bien entendu vous avez coécrit le Dictionnaire amoureux de la radio. Et je précise d'ailleurs au passage, et c'est important, que vous serez le jeudi 7 décembre à lire à l'hôpital ici dans le hall pour dédicacer le livre et partir à la rencontre de ceux qui auront envie de venir vous parler. Et je crois que ceux qui ont envie de parler de radio, ils sont nombreux. Vous avez sollicité pour ce dictionnaire amoureux de très nombreux personnages clés des radios. Alors, des voix célèbres, mais pas que. Des gens qui, comme vous, ont fabriqué des radios. Alors, je cite sans ordre, Duhamel, Elkabbach, Fogiel, Foucault, Garcin, Laurent Gérard, Philippe Labro, Ruquier, Catherine Ney, et vous-même, bien sûr, au total, 120 contributeurs. Chacun apporte sa pierre à ce bel édifice, retrace le passé, les histoires et envisage le futur de ce média qui, aux yeux de nombreuses personnes, est totalement irremplaçable. Vous dites dans votre préface que la radio émet des ondes positives. Et vous terminez par un vibrant « Vive la radio ». Ce n'est pas nous ici, à la radio d'Ambroise Paré, qui allons vous contredire. Alors, une première question pour planter le décor. Vous dites « Je suis né dans un transistor ». Comment on est dans un transistor ? J'ai le sentiment que la radio, par sa facilité de production et de consommation, elle peut envahir très rapidement votre vie. Quand vous arrivez le matin dans votre salle de bain, quand vous allumez la radio, tout de suite la pièce est différente. Dans la cuisine, c'est pareil. Dans la voiture, vous êtes souvent seul en voiture, et donc le simple fait d'allumer la radio va transformer votre voyage. Et donc, en effet, quand on est dans un transistor, c'est-à-dire qu'on écoutait, je pense, beaucoup la radio à la maison, et donc, bien évidemment, ça finit par rythmer votre vie. Quelque part, il y a des rendez-vous, des voix, des personnalités, l'actualité aussi. À l'époque, le transistor, la radio, est le seul lien que vous avez en direct avec l'extérieur, en fin de compte. Et il y a le téléphone aussi, mais qui sonne pas beaucoup. Et donc, la radio, c'est ce lien imperceptible qui rythme la vie, qui vous connecte avec le reste du monde en permanence. Et donc, en effet, c'est assez facile, surtout à cette époque, de naître dans un transistor, parce qu'en effet, c'est le média roi qui rythme la vie un peu de chacun. Et vous avez quel âge quand vous grandissez dans votre transistor ? En fin de compte, à la maison, on écoutait la radio comme un enfant, forcément de façon un peu passive. Et puis, j'habitais déjà la région parisienne. Et donc, ma mère, une fois, m'a emmené voir une émission en public. Très bien, parce que c'était les jeux de Pierre Bellemare, il y avait après le journal de Jacques Paoli, donc c'était le midi sur Europe 1, et puis j'étais tellement excité par cette histoire que le lendemain à l'école, la maîtresse m'avait demandé de raconter ce que c'était que d'assister à une émission de radio. Donc je me suis levé, j'ai été sur l'estrade et j'ai été raconter ce que c'était que vivre une émission de radio en public, et puis donc ça m'a piqué pour le restant de ma vie. Au point sur le souhait qu'on remplissait tous de futures professions, de mentionner cette passion, puisque vous vouliez travailler absolument dans ce milieu-là. Absolument. Chaque année, on nous demandait, c'est les professions des parents, donc vous répondez, etc. Puis, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Moi, je répondais toujours journaliste à Europe 1. Et donc, oui, c'était mon truc. Donc, je me passionnais pour l'information. Mes parents me planquaient les transistors parce que sinon, ça me prenait toute la journée. J'ai travaillé beaucoup moins pour les professeurs, et puis j'ai été jusqu'à construire un studio de radio dans ma chambre, faire de la radio sur des cassettes avec un camarade. On habitait Versailles, donc on avait appelé ça Radio Soleil, bien sûr. Et puis et donc tous les mercredis, je faisais de la radio à la maison, donc en faisant des journaux, en passant des disques, en faisant des blagues au téléphone. Enfin, j'ai expérimenté ça pendant plusieurs années.
Et donc en effet, à la fin, je vivais dans un transistor, ouais, c'est vrai. Et pour le transistor. Et alors le premier pas dans le monde de la radio, passer dans la porte, là, comment vous avez réussi à rentrer dans ce monde-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait basculer? En fin de compte, j'étais resté sur mon idée qu'en effet, journaliste à Europe 1, ça avait du sens. Donc j'étais parti pour faire des belles études. J'avais repéré le CELSA, qui était déjà un institut qui avait de l'allure. Bon, pour y rentrer, il fallait que j'ai un DUG, donc je suis parti faire des études. Puis en fin de compte, j'étais pas fait du tout pour ça. Au milieu de tout ça, François Mitterrand a été élu. Il avait annoncé les radios libres, donc les radios commençaient à monter de partout, ce qui était un truc un peu exceptionnel, puisque pendant des années, il fallait en effet habiter la région parisienne, il y avait 3 entreprises possibles, et puis c'était tout, quoi. La radio était vraiment une activité très limitée. Et donc, j'étais parti pour ça, puis les études, ça m'a pas passionné, j'ai dit à mes parents, bon, c'est pas grave, je me débarrasse de mon service militaire, et puis on verra plus tard. Et puis, concours de circonstances, fin de service militaire, moi j'étais un grand fan de Claude Nougaro, et une amie une fois m'appelle et me dit tiens, ce soir, demain j'ai une soirée chez Claude Nougaro, est-ce que tu veux venir? Je dis bien sûr. Alors le lendemain soir, je me retrouve avenue Junot, il avait une magnifique maison à Montmartre, et puis je me retrouve dans cette fête par hasard. J'étais plus venu pour Nougaro, donc j'étais heureux comme tout. Et puis dans la fête, il y avait le patron d'RFM. On est en 82, à l'époque c'est la radio qui était Patrick Meyer, c'est Patrick Meyer, et donc il était dans cette fête là tout seul dans un coin. Bon, très bien. Et alors j'y vais pas, puis j'y vais. Et puis donc j'étais le voir, voilà, moi j'étais rien. Et puis je lui ai tellement saoulé, je pense, la soirée avec mes histoires de radio que j'adorais, etc. Et RFM ceci, RFM cela, qui dirigeait depuis un an. Qu'au bout d'un moment, il m'a dit venez, ça avait l'air de vous intéresser, venez visiter la radio. J'ai été visiter la RFM, qui était au centre commercial de Vélizy-2 à l'époque. Et puis voilà, il m'a proposé de faire un stage et je suis resté. La radio californienne, c'était de musique très californienne à l'époque. Voilà, c'est une radio musicale, il défendait un format Music and News, donc il y avait des flashs toutes les heures, et puis la musique était en effet très West Coast, avec un slogan très joli, puisqu'il disait que c'était la radio couleur, et donc il y avait cette couleur musicale très particulière. Qu'on écoutait beaucoup dans ces années d'ailleurs, dans les années 70, Californie, Eagles, Californie. Ah non, mais tout ça. Il surfait sur un courant qui était tout à fait porteur, mais bon, en face de lui, il y avait énergie, il y avait des radios qui étaient plus populaires, et donc finalement, c'est pas RFM qui a gagné les premiers matchs, on va dire. Et Meyer qui avait créé juste avant Radio 7, la radio jeune de Radio France, qui avait une autre couleur, mais c'est lui aussi qui avait lancé, qui est un peu aujourd'hui l'équivalent du Move aujourd'hui d'ailleurs. Oui, absolument, mais il avait créé ça, c'était aussi un petit peu pour contenir le mouvement des radios libres. Oui. Giscard, qui était encore président de la République, avait proposé à Radio France de créer cette radio, et donc ils avaient lancé cette Radio 7. À l'époque, ça poussait, il y avait une volonté de faire des radios pirates, et c'est depuis les années 78 d'ailleurs, même un peu moins, mais voilà. Absolument. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Alors, on pense tous à cette date de 1981 qui est si importante, essentielle, qui fait basculer la radio. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là? Et du coup, cette date-là, elle est un déclencheur pour vous, puisque c'est ce qui vous va permettre d'avancer dans la carrière. Écoutez, jusqu'à présent, le pouvoir politique avait maintenu une situation de monopole, c'est-à-dire que pour faire de la radio et de la télévision, il fallait être du service public. Alors, il y avait bien sûr quelques entorses, mais petites, puisque les émetteurs de RTL, Europe 1, RMC, Sud Radio étaient des émetteurs qui étaient installés à l'étranger. Donc, le Sud Europa était en Allemagne, Sud RTL était au Luxembourg, bien sûr. Sud RMC était à Monaco, avant qu'il y ait une dérogation qui leur permette, pour élargir leur zone de diffusion, de s'installer en France. Mais sinon, les émetteurs étaient à l'étranger, dans un territoire étranger, d'où ce terme de radio périphérique, l'émetteur étant sur un territoire périphérique. Et puis donc Mitterrand, dans ses propositions pour l'élection présidentielle de 80, avait annoncé qu'il mettrait fin au monopole de la radio et de la télévision. Et bien sûr, à peine élu, n'importe quelle discothèque de province rajoute un râteau au-dessus du toit, et puis on fait de la radio avec des moyens de fortune. Mais en tout cas, la radio,
tellement simple à produire, beaucoup plus que la télévision. Et donc le paysage s'est emballé très rapidement avec ce qu'on disait les radios libres. Et avant même qu'il y ait un ministre, avant même qu'il y ait une loi, qu'il y ait une haute autorité, qu'on essaie de réguler, d'organiser un peu tout ça, parce que pour faire de la radio, il faut une fréquence. Et donc ça, c'est des choses qui appartiennent à l'État, les bandes de fréquences qui sont gérées par l'État. Et donc, bien évidemment, c'est très difficile comme ça d'ouvrir. C'est comme ça d'ouvrir un magasin n'importe où dans une ville, ça n'a pas de sens. Et donc, il a fallu un petit peu de temps pour réguler. Mais avant tout ça, les radios étaient déjà bel et bien parties. Et bien évidemment, le pouvoir politique n'allait pas à ce moment-là faire marche arrière ou s'y opposer d'une façon ou d'une autre. Voilà, plus compliqué pour la télévision, bien évidemment. Et pour la radio, c'était assez simple. Et donc, le paysage explose dans ces années-là avec une multitude de radios qui se créent, dont la première pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait RFM, qui était à Vélizy, au centre commercial de Vélizy 2, et qui a été sûrement la première professionnelle, parce qu'en fin de compte, le patron venait du service public, il avait écrit Radio 7 pour Radio France, il a écrit une radio Caraïbes avant, donc c'était un pro. Alors que partout en France, les premières radios qui sont nées n'étaient pas forcément produites par des professionnels, des gens qui appréciaient la radio, qui écoutaient, qui avaient aussi sûrement un point de vue, ou parfois qui étaient des radios aussi de communauté, qui avaient des choses à défendre. Et donc, bien évidemment, on s'improvisait radio avec des modèles qui étaient encore à l'époque beaucoup le modèle des radios françaises. C'est-à-dire qu'on essayait de faire Europe 1 à Maubeuge, ou on essayait de faire un petit RTL à Bergerac. Et donc, c'était quand même très compliqué de trouver les talents, les capacités. Tout ça, c'était quand même très compliqué. Et puis à côté de ça, il y a ceux qui surtout s'inspiraient des États-Unis, où il y avait déjà eu toutes ces révolutions bien avant, et où les radios s'étaient progressivement segmentées, professionnalisées, etc. Spécialisées. Voilà, et c'est ça qui a inspiré d'abord RFM, Énergie. Donc c'était des radios qui étaient plutôt des radios thématiques. Donc on n'essayait pas de copier RTL ou Europe 1, mais c'était plutôt des radios musicales, ce qui était facile à faire à l'époque. Et donc ces radios-là perdurent. Hein, Énergie existe toujours. C'était difficile de copier, dans le sens où il n'y avait pas les moyens, parce que le gouvernement avait laissé les radios se créer, mais il empêchait de faire de la publicité. Elles avaient tout contre elles, c'est-à-dire que les talents sont rares, on le sait très bien, les moyens d'exister on leur interdisait la puissance aussi pour émettre correctement sur une agglomération. Il y en a qui avec des appuis politiques, je me rappelle, il y avait une radio du côté dans le 94 qui émettait vraiment jusqu'à 100 km autour, qui était soutenue par un maire opposant d'ailleurs au pouvoir. Mais il y avait cette opposition. Mais quand vous parlez de pas la possibilité de faire des radios structurées, moi à l'époque j'étais dans une radio faite par des gens de France Inter, par des gens d'Europe 1, qui voulaient faire de la vraie radio, mais il n'y avait pas les moyens, puisqu'on ne nous laissait pas avoir de la publicité. Et donc il a fallu attendre 86 pour 84, c'est vrai. 86, pardon, c'est les FM, c'est les grandes périphériques en FM. 84 pour avoir la pub. Il y a eu une loi et finalement on a tordu le bras à François Mitterrand qui a fini par lâcher le décret, et en effet les radios ont eu le droit à leur tour de diffuser des messages publicitaires. Il a donc fallu attendre 3 ans, un peu plus de 3 ans pour que les radios aient accès aux moyens. Mais peut-être que le plus important ça aurait été les talents, parce que c'est compliqué quand même de faire ce métier, c'est pas donné à tout le monde, il faut des personnalités, et c'est ça sûrement qui était très compliqué de multiplier comme ça aux quatre coins du territoire. Et on le voit bien toujours aujourd'hui. À la fin, ce sont des réseaux nationaux qui ont pris quand même principalement l'audience. Après, c'est des réseaux régionaux, donc ils trouvent aussi comme ça des synergies. Mais pour les radios locales, c'est très compliqué d'exister. Alors, les seules radios qui restent, il y a encore des radios qui existent, qui ont été créées à l'époque, ce sont les associatives. Mais toutes celles qui ont essayé de jouer le côté commercial, à part Énergie, toutes les autres ont été reprises par les grands groupes. Toutes, oui, absolument. Absolument. Skyrock aussi, qui était la voix du lézard, qui était la voix du lézard, voilà, qui existe toujours bien évidemment, mais bon, ça s'est concentré. Et puis les grandes radios qui étaient toutes seules en grande zone, elles ont compris aussi qu'il fallait se développer en groupe, avoir une gamme de programmes différents, et donc progressivement. D'où Europe qui rachète elles ont racheté les autres. Voilà. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui se passe après RFM ? J'ai fait 3 ans chez RFM, et puis j'ai rencontré Jean-Paul Baudecroux,
qui était le président d'Énergie à l'époque, qui était parti beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. En fin de compte, RFM était, Patrick Meyer, qui était le patron, était très sur sa musique, rock'n'roll, West Coast, etc. Donc alors que Baudecroux, c'était plus businessman, et lui, il a été parti tout de suite avec la notion d'un réseau national. Il faisait venir des consultants qui lui apprenaient vraiment à organiser, à caler sa radio, etc. Donc il était vraiment parti avec un objectif plus entrepreneurial et business orienté. Et donc ça allait très très vite. Énergie était un succès parce qu'en effet il a rationalisé beaucoup de choses. Il a beaucoup plus fait attention au public, aux auditeurs qui étaient étudiés, etc. Voir exactement ce que les gens voulaient. Donc il était plus dans la recherche en direction du public. Et donc c'est là que ça cartonnait, c'est là que ça marchait. Et donc moi j'ai de la chance, je le rencontre et en fin de compte il m'embauche et il m'envoie pour lancer Énergie à Toulouse. Donc j'ai 23 ans. Alors avec le recul, je me dis mais il devait être dingue ce type parce que bon, il m'a embauché, j'étais directeur d'Énergie de Toulouse, j'avais 23 ans. Mon patron c'était Alain Veil, qui avait 24 ans, qui était directeur du réseau à Paris. Et donc on a commencé ensemble, sans se connaître, c'est Jean-Paul qui nous a présentés. Et donc ça fait presque 40 ans. Et donc là c'était formidable parce qu'Énergie c'était la bonne recette pour démarrer, pour lancer vraiment des radios. Et là on claquait des doigts, la radio était leader en 48 heures et donc j'ai fait tout le développement du réseau Énergie après partout en France. Alain m'a fait remonter sur Paris et puis j'ai lancé toute la radio. Donc j'ai dû aider le groupe à lancer de la 30e à la 200e pendant 5 ans et on a fait tout le développement du réseau Énergie. Et alors si on fait un grand bond en avant et qu'on a envie de vous entendre raconter la belle aventure de la remontada. Laquelle? Il y a 2 remontadas, oui. 2 radios principales, enfin une RMC. Alors, RMC, on a la chance de pouvoir la racheter en 2000. En fin de compte, c'est Énergie qui avait racheté RMC, puis le CSA, qui s'appelle l'ARCOM aujourd'hui, avait empêché la vente pour des questions de seuil de concentration. Le groupe Énergie contrôlait déjà Énergie, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie. En rajoutant une radio, ils étaient au-dessus du seuil. Donc le CSA a demandé quelle solution proposait le groupe Énergie. La seule solution qu'ils avaient, c'était de revendre la radio qu'ils avaient achetée 2 mois auparavant. Donc très bien, et Alain Veil, qui à l'époque était un des dirigeants du groupe Énergie, avec un fonds d'investissement, a proposé de reprendre RMC, et donc il m'a proposé de m'associer et de vivre avec lui cette aventure, de relancer RMC. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement d'exemples dans les médias, comme ça, de médias qui ont eu un âge d'or, qui ensuite sont retombés, mais bon, RMC, c'est plus rien. Enfin, je veux dire, c'est en train de mourir gentiment sur la Côte d'Azur, ça n'intéresse personne, et capable comme ça de se retrouver une deuxième vie, ce qui est vraiment pas l'ordre des choses. En général, il y a une courbe, et puis après, c'est très compliqué de relancer. En fin de compte, nous, on a une chance. C'est en effet de pouvoir racheter cette radio, tous les Français connaissaient la marque RMC, qui couvrait tout le sud de la France, qui avait cette force. Alors elle avait la moitié sud de la France, mais elle avait aussi un émetteur à Paris, puisqu'on avait une fréquence à la Tour Eiffel, donc c'était quand même un acquis formidable. C'est vraiment une bonne vitrine. C'est quand même 20% de la population française, de la région parisienne, donc totalement sous-exploité par RMC bien sûr à l'époque. Et donc on avait une belle marque, on avait un réseau qui n'était pas complet mais qui n'était pas nul. Et puis il y avait surtout, parce que il y a beaucoup de choses qui s'inspirent des États-Unis, des marchés à l'étranger, etc. Et donc il y avait un format de radio aux États-Unis qui marchait très bien, qui est le format de talk show, qui marchait très bien aux États-Unis, qui n'existait pas en France. C'est-à-dire que personne n'avait été. Bon, on voit bien qu'en 20 ans, donc en gros entre 81 et notre arrivée chez RMC 2000, il y a quasiment 20 ans, toutes les radios s'étaient organisées autour de formats comme ça très précis, quasiment reproduisant ce qui existait aux États-Unis. Les radios qui chantent, les radios qui parlent, les all news, les rock, enfin tout ça c'était parfaitement bien construit en 20 ans en France, mais il y avait un trou dans la raquette, il manquait le format de la radio de talk show. Avec le sport aussi.
Et donc on était parti d'abord sur cette idée, et puis ensuite on y a ajouté le sport. Mais c'était notre chance. Et vous êtes sur un marché qui est quand même assez fermé. Alors je ne parle pas d'aujourd'hui, parce qu'avec le digital, maintenant les radios c'est sans fin. Mais à l'époque, quand même, vous êtes sur un marché qui est très fermé. Il faut une fréquence pour faire de la radio. Vous n'avez pas le choix. Donc vous êtes vraiment sur une espèce de zone où il n'y a pas 150 places pour exister. Et pourtant, il manque une offre. Il manque. Et là, on arrive à mettre la main sur une radio, on arrive à la racheter, et il y a dans le paysage ce trou qui existe de la radio de talk. Donc, bien évidemment, il faut après savoir la faire à la sauce française. Donc, moi, le premier truc que j'ai fait en arrivant chez RMC, c'est de partir aux États-Unis. J'étais à Atlanta, j'étais à Washington, j'étais à New York. Et vous avez écouté. J'ai rencontré des consultants, j'ai écouté. Alors, bon, à l'époque, on avait de la chance, c'était déjà un peu l'ère du digital en 2000, donc on est quand même capable d'écouter des radios à distance. On n'est pas forcé d'aller sur place pour écouter la radio, mais surtout rencontrer des gens et puis comprendre en fin de compte la recette. Et c'est ça qui était le plus compliqué, parce qu'il y a des choses qui vous paraissent évidentes, mais c'est pas vrai. C'est des choses qui sont beaucoup plus fines que prévu. Et puis aux États-Unis, vous avez des possibilités, des capacités qui n'existent pas en France. Et en particulier dans cette radio de talk show, qui est souvent une radio d'opinion, c'est-à-dire où les gens s'engagent. Eh bien en France, vous avez interdiction d'être une radio d'opinion, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de défendre publiquement on vous donne des fréquences, c'est pour que vous respectiez les équilibres, et vous devez être capable comme ça d'avoir un peu une neutralité. Alors que la radio d'opinion aux États-Unis ne repose pas du tout sur la neutralité, elle repose beaucoup plus sur l'engagement. Donc il faut être capable de faire cette radio de talk show à la française, et donc il nous a fallu 1 an ou 2 pour régler la recette, et puis après ça a été la remontada. Mais c'était plus du tout le RMC d'avant, c'était une nouvelle radio qui portait ce nom, mais il n'y avait plus aucun rapport avec l'ancien RMC. Sur le format, c'est sûr que non, mais là encore, nous en 2000, quand on arrive, RTL a été divisé par 2 en audience. Europe 1 a été divisé par 3, mais RMC est divisé par 6. Donc il reste vraiment plus grand chose de la belle époque. Donc on a ce luxe aussi de pouvoir récupérer la marque, de pouvoir récupérer les fréquences, les émetteurs, mais de pouvoir se passer un peu de l'histoire et de construire une deuxième vie qui sera très différente de ce que jusqu'à présent Radio Monte Carlo avait produit. Ça fait penser à une autre radio aujourd'hui certains ont récupéré la marque, mais peut-être pas exactement la même formule, ont gardé la même formule en la changeant. Je pense à Europe aujourd'hui, qui a complètement changé. Et vous n'avez pas fait du tout la même chose, vous avez complètement révolutionné les choses. On fait une petite pause musicale. Amy Winehouse, je crois que vous avez demandé. C'est un bon choix. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Un classique du jazz, Body and Soul, et on parle d'un média classique finalement qui vit toujours, avec Franck Lanoux qui est avec nous dans le studio de La Voix d'Ambroise Paré. Alors parlons un petit peu de ce livre. Elle est belle cette collection du dictionnaire amoureux qui vous a fait les yeux doux, et comment vous vous êtes décidé à plonger dans cette aventure, 120 contributeurs, des articles allant de A, B, C, D, etc. Comment vous avez procédé pour la rédaction de tous ces articles? J'ai 1 heure pour vous répondre. Allez, 2 minutes max. Non. Moi j'adore cette collection, j'en ai souvent acheté, offert, etc. Bon, mais j'ai pas vu qu'il manquait la radio, donc ça je trouvais ça un peu incongru. Ils ont fait la télévision, je crois qu'il y a près de 150 volumes maintenant dans cette collection, et il manquait la radio. Donc là je suis rentré en contact avec eux, et j'ai bien compris que pour eux il y avait 2 difficultés, et en particulier le fait qu'il leur fallait un auteur qui soit une grande personnalité. C'est que dans cette collection, en général, c'est une personnalité. L'architecture, c'est Jean-Michel Villemotte, Francis Huster, il a fait Molière, Philippe Solers, il a fait Venise. Enfin bref, c'est une collection qui associe une très grande personnalité. Il faut être gonflé pour écrire son dictionnaire amoureux. C'est-à-dire que vous y projetez, vous avez l'ambition comme ça d'écrire un dictionnaire, et 2, vous y projetez tout ce que vous avez de vous-même, mot après mot, sur une thématique importante. Et donc, ils cherchaient cette personnalité-là, ils ne l'avaient jamais trouvée. Et donc, moi, je suis arrivé avec ce projet, je leur ai dit, écoutez, on va faire un ouvrage collectif. C'est-à-dire, plutôt que je sois le seul rédacteur, accessoirement, je vais
j'avais conscience de n'être ni Philippe Labro ni Pierre Bellemare, donc j'étais pas la grande notoriété qu'ils pouvaient espérer. J'aurais dit, écoutez, pour que ça existe, peut-être que le plus simple, c'est de faire un ouvrage collectif. Et moi, je vous fais fort de réunir les 120 personnes qui vont, mot après mot, écrire avec moi ce dictionnaire. Moi, ils m'ont dit banco. Donc c'est cette idée qui leur a plu, et donc c'est un ouvrage dans la collection qui est exceptionnel par ça. Parce qu'en effet, on est 120 à avoir écrit ce dictionnaire, et donc j'ai été chercher, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an à appeler toutes les grandes personnalités de ce métier, et un par un leur faire écrire chacun le mot qu'ils souhaitaient. Donc là aussi, pour les mots, j'avais mes petites réserves, et puis à côté de ça, il y en a qui spontanément étaient emballés par l'idée, et puis ils voulaient écrire un mot qui leur plaisait bien, et puis voilà. Par exemple, Gérard Klein, une grande voix de radio, c'est un qui m'a inspiré vraiment aussi beaucoup à l'époque quand je l'écoutais sur Europe 1 le matin. Ah, il m'a dit super ton idée, je vais te faire connerie. J'avoue, connerie. C'est pas étonnant de sa part, oui. J'ai fait que des conneries à la radio, donc je te fais faire connerie, voilà. Bon. Et puis il y en a que j'ai profilé. Par exemple, je voulais écrire les 4 grandes adresses de la radio. Donc j'ai François 1er pour Europe 1, Bayard pour RTL, la Maison Ronde pour Radio France. Et puis j'ai ajouté l'avenue d'Iéna pour Énergie, qui étaient les grandes heures d'énergie avenue d'Iéna. Et donc là, j'ai été chercher des gens pour leur dire, je veux que tu m'écrives Iéna ou Bayard ou François 1er. Donc là, j'ai profilé des choses. Et puis là aussi, il y a des gens qui me demandaient de choisir dans des listes, et puis d'autres qui spontanément avaient des envies. Alors, vous écrivez toujours dans la préface, ce livre matérialise la transmission d'un savoir-faire. Oui, parce que je pense que la radio, c'est quelque chose qui est très humain, en fin de compte, qui est quelque chose qui relève du talent, parfois un peu du génie aussi, parce que c'est compliqué d'être tout seul comme ça devant un micro et de considérer qu'on est passionnant. Donc c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, mais qui est vraiment lié au talent humain, qui regorge aussi d'une multitude parfois de règles, de contraintes, etc. Et donc je trouve qu'avec le temps, on considère que la radio c'est du son, c'est même devenu même parfois le son de la télévision, et donc on a perdu un peu cet art. Et donc moi je souhaitais en effet faire écrire par toutes ces personnalités des choses fortes qui peut-être vont éliminer le travail de jeunes journalistes, de jeunes animateurs, de gens qui vont comprendre en fin de compte toute la dimension du média. La radio, c'est pas uniquement remplir un tuyau, c'est pas uniquement enchaîner des disques ou parler pour dire des trucs, mais il y a un génie dans la façon de partager, dans la façon de communiquer, d'échanger, de faire passer des messages, de faire passer aussi une certaine, parfois, autorité, culture, charisme. Tout ça, c'est toute l'âme humaine, en fin de compte, qui ne doit passer que par le son. La voix, en plus, ne trahit pas grand-chose. Les gens qui nous écoutent en ce moment, par contre, peut-être qu'ils considèrent que ma voix est un peu pénible à écouter, mais ils doivent aussi entendre d'autres choses. Ils doivent entendre que c'est mon sujet, c'est ma passion, c'est ma vie, qu'il y a peut-être même des choses qu'ils vont apprendre par rapport aux médias, des choses qu'ils vont apprendre qu'ils ne savent pas, mais qu'ils ressentent inconsciemment. Et donc tout ça, moi, je voulais le partager. Donc c'est aussi pour ça que ce livre est un élément un peu de transmission. Il y a peu de choses qui existent sur la profession pour ça. Ça, c'est écrit par les plus grands professionnels de la radio. Donc je trouve qu'en ça, cette petite équation, elle valait vraiment la peine d'exister. Alors justement, comment se fait-il que nous tous qui avons été élevés dans tous les sens du terme par la radio, il y a des voix qui nous parlent plus que d'autres? Pourquoi il y a des voix qui ont une qualité? Alors c'est pas forcément ce qu'on dit, c'est une tessiture, c'est quelque chose, ça vous attrape, ça vous scotche. Pourquoi il y a des voix qui passent bien, d'autres un peu moins bien? Toute votre vie est comme ça, non? Il y a des gens que vous avez envie de voir, des gens que vous n'avez pas envie de voir, il y a des gens avec qui vous avez envie de passer vos soirées, puis il y en a avec qui vous faites tout pour les éviter. Donc c'est toute la vie qui est comme ça. Donc je n'aurais pas vous dire exactement pourquoi vous êtes sensible à une voix ou une autre. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la voix doit tout passer, en fin de compte. C'est ça le gros avantage de la radio par rapport à la télévision, par exemple, où une image dit tellement de choses que vous
vous n'écoutez parfois presque plus. Emmanuel Macron, ce matin, les commentaires qu'il a dû entendre, c'était sur sa cravate ou sur son costume, et pas tellement sur ce qu'il a dit. Parce qu'il y a trop de choses qui passent à la télévision par cette image. Et alors que la radio, maintenant, on est presque nu, enfin, quand c'est l'imaginaire, tout dire. Et après, c'est tout ce qui va être créé, plus ou moins consciemment, par les auditeurs. Et ça, c'est en effet, c'est propre à chacun. Donc là-dedans, il y a la voix. Et c'est sûr qu'il y a des belles voix. Il y a des belles voix de radio, il y a des belles voix graves. Et donc ça c'est séduisant. En plus, il y a des gens même qui vous disent n'importe quoi avec une tellement belle voix que vous seriez prêt à... D'ailleurs, quand vous travaillez en radio, en général, quand les gens vous rencontrent, ils vous disent « je vous imaginais pas comme ça ». Donc ça joue sur l'imaginaire. Chacun a une image. Mais c'est comme le livre, par exemple. Quand vous lisez un livre, vous entendez des voix, vous avez des images qui naissent, chacun a les siennes. Et puis quand on vous fait un film du livre, vous êtes déçu parce que vous ne savez pas pourquoi, mais ce gars-là n'était pas comme ça, il parlait pas comme ça. Moi, j'adorais Astérix, par exemple. La première fois que j'ai vu un film d'Astérix, ça n'allait pas, parce que la BD, pour moi, elle résonnait différemment dans ma tête que le film. Et pourtant, c'était une bande dessinée, c'était pas un film. Oui, mais c'est pareil, si vous êtes dans un monde, le livre, un roman, bien évidemment, mais pour une BD, c'est pareil. Vous avez pas la voix, c'est choquant au début. Il y a un petit sujet là-dessus. Donc je parlais d'Astérix parce qu'au départ c'était un dessin animé, donc on l'acceptait presque mieux que le film quand c'est devenu un film avec des vrais personnages. Ou alors il fallait amener quelque chose de plus avec les Astérix, c'est ce qui a été le cas pour ceux qui ont fait le plus grand succès. Mais vous dites la radio, c'est pas la télévision, on imagine, on travaille avec notre voix, avec la voix des personnes qui parlent, et on essaye de faire passer des idées et non pas sur des facilités peut-être. Oui, alors il y a des très bonnes choses en télévision et on prend tous du plaisir parfois, puis on aime bien regarder aussi la télé parfois pour se vider la tête aussi. Ça, moi, cette vertu-là de vous emmener un petit peu loin. Donc il y a des vertus. Donc le problème, c'est quand on considère que la radio, c'est le son de la télévision. Ça, c'est un sujet parce que ce sont deux choses parallèles. Je discutais encore récemment avec des producteurs de radio qui font de la radio et de la télévision en même temps. Et puis un jour, il y a une panne. Ils sont forcés de revenir qu'à la radio et ils ont trouvé ça formidable. Donc ils se sont rendus compte surtout qu'ils ne faisaient pas la même chose quand ils faisaient la télévision que quand ils faisaient la radio. Pourtant, il y a une radio sur laquelle vous avez participé, c'est BFM, qui aujourd'hui n'est plus une radio, n'est plus une télé, c'est les deux. On peut regarder BFM, je parle BFM Business, pardon. BFM Business, quoique BFM est aussi une radio maintenant en DAB. Mais BFM Business a été fait maintenant comme une radio ou comme une télévision, on peut l'écouter sans savoir que c'est un peu moins gênant pour les programmes d'information, l'information économique. Mais moi, quand on a mis Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV avec son interview politique, c'était très bien, c'était une bonne idée, il n'y a pas de sujet. Il y a des émissions qui autorisent en fin de compte d'être captées et ça ne pose absolument aucun problème. Mais c'est pas la règle pour toutes, ça c'est sûr. Et au départ, la vidéo à la radio, le principe, c'était pouvoir être repris par la télévision. Ça permettait au tout début de pouvoir faire un extrait, de le montrer dans les journaux, de le montrer dans le zapping ou de le montrer dans des choses comme ça. Quand il y a une déclaration importante, vous devez quelque part de fournir l'image. Donc ça, c'est pas gênant. Aujourd'hui, même les gens, ils ont la tête sur leur téléphone, c'est bel et bien pour qu'il y ait une image. Donc là-dessus, on l'a tous compris. Je dis juste que tout ce qu'on peut faire en radio ne peut pas être filmé. Et donc, ce qui est valable pour des exceptions, ou pour quelques exemples, ça n'est pas valable pour toute la radio. Par contre, c'est sûr qu'une radio comme BFM Business, elle peut parfaitement être filmée. C'est des journalistes qui ont des invités. On parle d'économie, c'est pas un sujet. Enfin, on y arrive très bien à faire ça à radio-télé en même temps. Mais toutes les radios, toutes les émissions de radio ne peuvent pas être... Et particulièrement, RMC fait partie de ces radios qui peuvent être filmées, parce que presque tout RMC passe à la radio, que ce soit sur BFM, que ce soit sur RMC Story ou l'autre RMC, tout RMC presque passe en radio, en télévision. Donc, parce que c'est du talk, mais avec un spectacle. Pas tout. Presque. Je pense qu'il y a un risque pour certaines, et il y en a sur lesquelles il y en a qui étaient télévisées qui ne le sont plus. Donc ils ont fait marche arrière sur certaines, et je pense que c'est bien joué. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré.
La grande dame de la chanson française qui est Véronique Sanson. On s'est fait une petite balade du côté de Bahia, on a été au Brésil, mais là on reste en France puisqu'on évoque la radio française avec un grand monsieur de la radio qui s'appelle Franck Lanoux qui a sorti le dictionnaire amoureux de la radio. Alors il y a un mot qui est très très important maintenant qu'on évoque le présent et peut-être le futur de la radio, c'est le mot technologie. C'est l'évolution technologique tient la main à l'évolution de la radio. En fin de compte, la technologie, elle dicte beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on voudrait parfois. Mais bon, c'est le sens de l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, on parlait tout à l'heure de l'année 81, on est passé donc de 3-4 grandes radios nationales à plusieurs milliers parfois de radios locales, et donc bien évidemment, ça change le produit. C'est-à-dire que les radios se sont thématisées, donc les radios ne passaient à la fin plus qu'un genre de disque, qu'un genre de musique, qu'un genre d'information. Et puis en plus, les radios locales ne parlaient que de la ville. Enfin, donc on voit bien comment cet aspect technique, le fait de simplement de passer de 3 fréquences à plusieurs milliers, eh bien ça a touché l'éditorial. Aujourd'hui, par exemple, le portable, la faculté qu'on a aussi de joindre tout le monde tout le temps, bien évidemment, ça ouvre des facilités extraordinaires pour la radio. Et donc, ça change là encore l'éditorial. Cette facilité-là, la radio, elle en profite pleinement. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le digital qui permet le replay, qui permet les podcasts. Bon, bien évidemment, là encore, on se retrouve à produire des émissions de radio, qui sont des podcasts natifs, qui sont des gens qui ne seraient jamais diffusés sur aucune onde. Vous avez des comiques, par exemple, qui envahissent complètement les programmes de radio. Pourquoi ? Parce que c'est très podcasté et vous vous retrouvez après en digital avec toutes ces chroniques qui sont enregistrées, etc. Et donc ça a changé, il n'y avait pas autant de comiques avant, maintenant on en colle dans toutes les émissions parce que ces petits moments-là, ils génèrent tout de suite des vues, des transmissions sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc on voit bien comment la technologie, elle va changer les choses. Et donc vous êtes, je ne vais pas dire qu'on est esclave de ça, mais c'est à l'évidence, c'est ça qui fait changer parfois l'éditorial des médias en général. Et même aujourd'hui, vous voyez bien que passe au digital, on ne sait plus trop si c'est de la télévision, de la radio, du digital. Tout ça se mélange un petit peu sur les mêmes tuyaux, on va dire. Vous n'avez qu'un seul appareil qui fait tout ça. Voilà. Donc on vient, la technologie, en effet, elle arrive à dicter complètement et à vous faire changer l'éditorial, le travail des journalistes et des équipes de production qui produisent les choses différemment. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse quand même, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec tout ça, qu'on fasse un tout petit très vite. C'est quoi le DAB ? Le DAB, c'est la radio numérique. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui est arrivé à la télévision il y a quelques années, quand on a créé la TNT. Avant, on était en analogique, on va dire. Donc l'analogique, c'est quoi ? Si on émet des ondes et puis les antennes sur le toit essayent de les récupérer comme elles peuvent. Donc parfois il y a un peu de neige, parfois vous n'avez pas des images très précises. Bon bref, c'était quand même ce qu'on avait jusqu'en 2004 en France. Et puis la TNT, alors pareil, c'est des ondes, sauf que là, on transmet des données chiffrées qui sont parfaitement, elles, récupérées à l'arrivée, et donc c'est ce qui permet d'avoir une meilleure image, d'avoir une meilleure réception, et donc d'avoir une qualité qui n'a rien à voir. Enfin, on se souvient comment on regardait la télévision à la campagne il y a quelques années, et aujourd'hui comment la télévision est devenue parfaite. À la radio, c'est pareil. Donc, vous voyez bien aussi en voiture, quand vous passez sous un truc électrique, sous un tunnel, ou quand vous êtes en limite de réception d'un émetteur, comment vous perdez en fin de compte la diffusion de la radio. Là encore, votre récepteur fait ce qu'il peut pour récupérer les ondes, mais vous êtes en bout de course. En numérique, ça ne doit pas exister, puisque votre récepteur doit être capable parfaitement de récupérer ces données chiffrées qu'il peut donc reproduire avec une qualité optimale. C'est ça le DAB+, c'est la TNT de la radio. Mais c'est surtout le fait que ça remplace la destination au départ, c'était pour remplacer la FM, parce que la radio numérique, on l'a aussi sur Internet, on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de radios, mais le DAB, c'est remplacer ou le mettre à côté
la diffusion, on la transforme en numérique, ce qui permet en plus, comme la FM était saturée, c'est-à-dire on ne peut pas rajouter des radios numériques, on ne peut pas rajouter des radios en FM, ça permet de rajouter. Et quand on est en déplacement, c'est difficile d'écouter la radio sur un téléphone. Donc aujourd'hui, le DAB, c'est ça, c'est principalement aussi l'écoute en voiture, et c'est pour ça d'ailleurs que le CSA, l'ARCOM a lancé ce bouquet le métropolitain. Donc c'est aussi cette diffusion sans passer par un abonnement téléphonique, et ça c'est important, c'est écouter la radio sans utiliser, c'est écologique en plus. Alors, autre mot qui a quand même fait son entrée, mais une entrée tonitruante, c'est le mot de podcast, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité finalement d'aller piquer, d'aller faire son marché sur un site pour écouter des émissions de radio. Podcast et podcast natif, on peut faire la différence ? Oui, là, bon, le podcast, tout le monde a compris qu'en fin de compte, on va quand on veut, où on veut, grâce à son smartphone, aller chercher une émission de radio. Bon, il y a donc des émissions de radio qui relèvent du replay, c'est-à-dire des émissions de radio qui ont déjà été diffusées à la radio et que vous pouvez écouter après. Donc c'est un podcast qui est du replay en fin de compte. Et puis le podcast natif, c'est vraiment un programme, ça ressemble à de la radio parce que c'est que du son, mais c'est un programme qui n'a jamais été diffusé à la radio, mais par contre qui est disponible grâce à votre smartphone. Donc vous pouvez très bien vous dédouaner complètement des rendez-vous qui vous sont fixés par une radio et aller écouter en podcast des émissions de radio qui ont déjà été diffusées ou des programmes radio qui n'ont été diffusés nulle part, mais qui ont un intérêt bien évidemment pour vous et que vous allez écouter comme un podcast donc natif, car il est né uniquement comme podcast. Ces émissions d'ailleurs, mais quand même il faut préciser que le podcast en général, ce qui est le plus écouté en France, on voit par les chiffres, ils sont publiés par Médiamétrie, il y a CPM, ce qui marche le plus en podcast, c'est quand même les podcasts qui viennent des grands médias. Les replays, bien sûr. S'ils sont des replays, maintenant on a aussi l'écoute avant la diffusion. Quand on voit France Inter ou d'autres radios qui lancent des podcasts, bien avant, on a eu France Inter qui a lancé ses émissions et qui ensuite les a rediffusées à l'antenne, souvent l'été ou parfois on a des émissions aussi, c'est comme en télévision, on a la diffusion après coup, avant même la diffusion à l'antenne de ces programmes. C'est une des évolutions de la radio, une de ces grandes évolutions, c'est comme la télévision maintenant. Et c'est là encore où la technologie vous dicte des choses, parce que bien évidemment tout ça n'était pas possible avant et maintenant ça l'est possible, donc bien évidemment tout le monde se plie à ces évolutions-là. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Alors, le livre donne des tas de couleurs à la radio, on fait remonter assez loin, il y a beaucoup de témoignages, d'anecdotes, de choses comme ça, il y a des choses très très drôles, vous lirez, et puis il y a évidemment un parfum de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et les voix, il y a certaines voix qui divergent un peu, mais globalement, je ne peux pas ne pas vous poser la question, est-ce que la radio est un média en perte de vitesse, comme ça s'entend beaucoup, il faut reconnaître. Alors c'est toujours pareil, vous avez des optimistes, vous avez des pessimistes. On est aussi toujours un petit peu sous l'influence de la presse écrite, qui adore raconter comment ça se passe mal pour les autres, alors qu'elle pourrait aussi se pencher sur sa vie à elle, et comment pour la presse c'est quand même compliqué aussi d'affronter le virage numérique. Non, la radio, elle a des ressources. La radio, ça reste le média le plus rapide, le plus direct, le plus facile à produire, le plus facile à consommer. Ça reste un média gratuit, ça reste un média partout. Grâce à la technologie, vous pouvez écouter avant, pendant, après, où que vous êtes dans le monde. Donc il y a des facilités dans ce média et qui font qu'il a un avenir obligatoire. Beaucoup plus peut-être que d'autres. Mais la difficulté, c'est qu'en effet, les gens aiment bien en parler, en fin de compte, des problèmes d'audience de la radio. Alors qu'en effet, c'est sûr qu'avant, on avait un statut quasi monopolistique. C'était le seul média qui se produisait en direct, qui vous accompagnait en direct. Le réseau social, avant, c'est la radio. C'est-à-dire que c'est votre connexion avec le monde extérieur, c'est la radio. Et donc, cette position de monopole, elle doit aujourd'hui le partager avec principalement les réseaux sociaux, Internet, le smartphone. Donc, bien évidemment, elle n'a plus cette position de monopole, quasiment, de rythmer comme ça la vie des gens, d'accompagner les gens dans leur vie. Aujourd'hui, il y a d'autres
d'autres façons de se faire accompagner, de rythmer sa vie, en particulier avec les réseaux sociaux et votre smartphone. Donc c'est sûr qu'il y a une mutation quelque part, mais on voit bien que grâce justement au digital, la radio a des ressources aussi, donc tout ça, il faut que ça se cale, ça s'organise, etc. Mais bon, je veux dire, la Terre tourne, hein, donc là-dessus, faut pas se leurrer. Il y a des choses en effet qui changent, qui bougent, mais c'est l'ordre des choses quelque part. Et en effet, cette position qu'Annabelle le partage aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le sens des choses, mais elle a des ressources. Et on voit bien aussi que la radio, on lui a annoncé sa mort régulièrement. La télévision, donc là on parle vraiment dans les années 60, où on pensait qu'en effet, avec une image en plus, on allait passer de la radio, c'est pas vrai. Et donc, voilà, il y a sûrement un virage qui doit être pris. Moi, pour le livre, j'ai rencontré beaucoup de gens, des radios locales, en province, en Ile-de-France aussi, et je me rends compte qu'il y a quand même une activité très forte, très, très puissante, avec des gens qui rencontrent le succès, qui sont très utiles, et peut-être que le vrai problème de la radio, c'est quand elle est noyée dans un grand groupe, où en effet, vous avez de la radio, de la télévision, de l'internet, tout ça doit fonctionner ensemble, en synergie, et même parfois, tout ça, c'est encore filiale d'un grand groupe qui a des activités ailleurs dans le monde, ou qui fait d'autres choses, et donc bien évidemment, elle peut être maltraitée. Et donc c'est plutôt ça, en fin de compte, le vrai sujet, je trouve. C'est peut-être de redonner la radio à des artisans qui en connaissent toutes les vertus, qui savent la produire, et qui ne vont pas la noyer dans un groupe où il y a d'autres intérêts, d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si aujourd'hui, par exemple, France Inter, Radio France en général, France Info, ont des très bonnes performances, ce sont des gens qui font que de la radio. Et donc ce sont des spécialistes qui deviennent meilleurs. Disons qu'ils se penchent, là encore, il y a tellement de façons de faire de la radio, faire un bon match de foot ou diffuser un grand concert, tout ça, ça a sa vertu en radio. Mais il faut savoir le faire, et il faut savoir mettre tout ce qu'il y a à mettre dans la production, tout ce qui accompagne en fin de compte la diffusion d'une émission de radio. Et on voit bien que ceux qui gagnent en ce moment, ils ne font que de la radio. Est-ce que c'est pas les radios généralistes telles que vous les avez créées et qui ont plus de chances de tenir par rapport aux musicales qui, elles, sont très mises en concurrence avec les différents flux que l'on peut avoir? Non, quand on écoute, quand on voit Skyrock, par exemple, Skyrock est quand même sur un public jeune. Qui est un public très ciblé. Voilà, d'accord, mais résiste. Mais une radio comme Énergie peut avoir un peu plus de difficultés dans le futur, quoi qu'ils ont créé plein de radios derrière. Il y a des façons il faut suivre la mutation. C'est sûr que la radio, avant, c'était un meuble dans le salon, après c'est devenu un autoradio, un transistor, après que la FM, on a encore changé, le digital. On est à la 4e époque quasiment de la radio, et elle résiste, et donc parce qu'elle a sa vertu, elle a ses capacités, elle a son intérêt. Moi, c'est pas un sujet d'inquiétude du tout. C'est sûr qu'elle se transforme, mais bon, tout doit se transformer. Puis là, le digital est en train justement de bousculer vraiment tout le monde. Est-ce que le digital n'est parfois pas une nouvelle forme de radio? Parce qu'on voit que quand je suis abonné à une plateforme musicale qui m'apporte des choix, qui m'apporte des flux, qui parfois se ressemblent, je parle par rapport à radio musicale, qui ressemblent à des radios musicales existantes. Mais les plateformes, elles vous apportent la musique sans fin, illimitée, etc. Bon, après, ils se sont dit, mince, c'est bien gentil, mais il y a trop de choses. Donc on fait des playlists, donc ils commencent à faire des playlists très précises. Vous allez voir que la prochaine étape, ils vont mettre des animateurs. Ils font de la radio. Avec l'intelligence artificielle, ça existe déjà. On a créé ça, ils ont créé une radio avec de l'intelligence artificielle. Bon courage là. Il y a des tests qui sont faits. Mais on a fait plein de conneries dans la vie, donc celle-là, ils peuvent la faire aussi. La dimension humaine de la radio, elle est obligatoire. Moi, j'ai lancé aussi à l'époque, on était chez RFM, participé au lancement d'une radio qui s'appelait ITFM, qui vantait justement l'absence d'animateur et la vertu d'un ordinateur pour diffuser la musique, etc. Ça a duré 3 ans. Et ils ont fermé. Énergie, par contre, a fait 500 radios musicales sous son nom, qui sont diffusées sur le net. Et en digital, elle a moins d'audience qu'RMC qui passe des matchs de foot. Voilà. Évidemment. Non, il faut que la radio garde. Et je pense que la grosse différence, la grosse valeur de la radio, c'est cette dimension humaine. Et donc, ce serait vraiment idiot de casser cette dimension-là, sauf à qu'on devienne tous des astéroïdes ou des... Voilà, mais on n'y est pas encore.
On voit d'ailleurs que les radios qui fonctionnent aujourd'hui, c'est celles qui ont une dimension humaine. Que ce soit les talk, c'est une chose. C'est sûr. Dans les musicales, vous Pareil. parliez de Skyrock. Pareil. Il y a, je pense, à Nostalgie qui marche bien parce qu'il y a qui monte énormément parce qu'ils ont une très bonne cible. Il y a des radios qui, en musical, il y en a une qui monte beaucoup, qui est FIP, qui amène sur lequel on n'a pas un équivalent. On avait Nova qui a été un peu cassé et c'est l'évolution de. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, ils sont intégrés dans un groupe. Et c'est une évolution, mais comme vous dites, c'est le contenu qui fait la radio. Je pensais à une chose, quand vous êtes sur RMC, comment faire quand plein mal d'auditeurs passent sur la télévision? C'est plus compté dans Médiamétrie, pourtant vous aviez ces auditeurs. Mais l'audience à un moment, elle semblait descendre légèrement, mais beaucoup d'auditeurs regardaient la matinale sur les télévisions. C'est aussi Est-ce que c'est donc la radio et la télévision et tout c'est pas une évolution naturelle de toute la communication? C'est la technologie qui dicte ces choses et je pense que les gens aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir le choix. Donc ce serait a priori idiot de dire aux gens, vous avez le choix mais nous on ne va pas vous le donner. Et donc il faut répondre à ce choix. Voilà, mais je répète ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en radio-télé. Et il y a des mystères de la radio qu'il faut savoir préserver. Mais quand je dis préserver, c'est pas pour créer une réserve, hein. C'est pour vraiment parce qu'il y a des vertus propres à ça qui sont exceptionnelles et qu'il n'y a aucune raison de s'en passer. Ce serait idiot de s'en passer. Et donc tant mieux si c'est une chose qui passe en même temps à la radio et à la télévision. Mais il y a tellement de belles choses à faire uniquement en radio, ce serait bête de décréter qu'il faille arrêter de produire des émissions 100% radio. Je crois que personne n'y pense aujourd'hui. Je pense que ça, c'est pas prêt d'arrêter. La radio a quand même un bel avenir. Oui, on disait, je me souviens que vous aviez eu cette phrase, on disait la télévision, que la radio c'était de l'artisanat. Ça veut dire que c'est une question de personne. Je pense à ceux qui font de la télé, qui finalement, à un moment donné, ils reviennent à la radio, ou alors ils ont envie d'y aller. Il y a quand même des ponts entre les deux, et on sent qu'il y a des individualités qui ont envie de faire de la radio, parce que quelque part, c'est complètement différent de la télé. Alors c'est différent, mais surtout, ils ont une liberté qu'ils n'ont pas en télévision. Voilà. En télévision, vous êtes sur un plateau, il y a tout de suite en minimum 20 personnes qui travaillent pour vous, et donc vous êtes dépendant de toutes les décisions qui sont prises par ailleurs. Et donc c'est pas très satisfaisant, enfin, quand humainement. Tous les gens de télévision vont vous revendre la radio parce qu'il y a une liberté, une facilité, une humanité qui n'ont pas du tout à la télévision. Et donc c'est pour ça que parfois il y a des gens qui se baladent de l'un à l'autre. Mais après, les présentateurs sont des carrières qui sont compliquées aussi à tenir parfois. Donc quand tu as la télévision, il y a un nouveau patron qui vous a dit gentiment, maintenant tu m'intéresses plus. Bon, vous cherchez du boulot ailleurs, ça peut atterrir à la radio. Hein. Mais c'est assez rare qu'un personnalité de la télévision réussissent bien en radio. C'est assez rare. On a peu d'exemples de personnalités de la télévision qui réussissent bien leur passage à la radio. Ils peuvent le faire, mais qui se font connaître. J'ai écrit la même chose différemment. J'ai dit que les meilleurs à la télévision venaient tous de la radio. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Les grands noms qu'on connaît aujourd'hui ont tous commencé. Je pense à des Arthur, des Ruquier, des gens comme ça. Beaucoup ont commencé par la radio, ont réussi en télévision, mais c'est rarement le cas. Les gens de télévision réussissent pas toujours en radio. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. C'est lui qu'il faut interviewer la prochaine fois. Il va changer de place. Allez, je vous laisse 30 secondes pour me dire dans 5 ans ou dans 10 ans à quoi va ressembler la radio. Alors c'est difficile de tout prévoir, on le voit bien avec le digital, comment on est étonné régulièrement par notre propre vocabulaire qui évolue, parce qu'en effet, on voit bien qu'il y a des révolutions qui inventent comme ça des choses successivement. Il y a plein de choses qui ont été lancées qui ne marchent pas, il y a plein de choses qu'on ne croyait pas qu'elles marcheraient puis qui explosent complètement. Donc c'est quand même des évolutions qui sont compliquées. Donc moi, si c'est un conseil que vous me demandez, je serais tenté de vous dire, mettez vraiment toutes les casseroles sur le feu, puis on va bien voir ce qui va bouillir en premier, parce que c'est trop compliqué de prévoir. Je serais tenté de dire, je ne sais même pas si c'est intéressant de le prévoir, parce que si on est actif
au bon moment, je pense qu'on aura les bonnes réponses. Et puis la radio, c'est tellement souple qu'on peut faire plein de trucs. Là encore, les podcasts, personne ne nous a vu venir, les podcasts. Et puis aujourd'hui, on voit bien que bon, c'est un phénomène qui est encore relatif, mais bon, ça a pris sa place. Et donc, il y a sûrement un phénomène qui prendra sa place dans quelques années, qui sera issu de la radio, qui sera un additif, un greffon qu'on va rajouter à la radio et qui prendra sa place. Mais vous dire exactement ce qui s'y passera, non. Par contre, moi, je reste persuadé que tant que l'homme est l'homme, il aura besoin de cette compagnie, il aura besoin de rêver, de cette magie aussi pour l'accompagner. Et puis, là encore, la radio, elle vous laisse faire ce que vous voulez en même temps. Donc, c'est quand même une force formidable par rapport à tous les autres médias qui vous occupent pleinement. La radio, si un jour je vous appelle chez vous, vous allez me dire, tiens, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire ça. Jamais vous me direz que vous écoutez la radio. Et pourtant, vous étiez en même temps en train d'écouter la radio. C'est le mot de la fin, ça paraît bien pour la radio d'Ambroise Paré. C'est bien, la radio d'Ambroise Paré qui prouve qu'on peut faire de la radio différemment. Nous sommes une radio assez thématique, assez, dans un hôpital, ce qui prouve l'évolution du média radio. On peut faire de la radio avec un matériel très léger et on peut faire de la radio beaucoup plus poussée, avec plus de contenu encore. C'est l'avenir et je pense que vous avez donné cette bonne réponse, c'est que la radio, elle n'est pas prête de disparaître, elle évoluera. C'est un peu ça qu'on peut dire. Comme tout. Comme nous. Allez, un dernier. Et nous, il y a intérêt. Merci Franck Lanoux. On va Merci terminer par un titre que j'ai hésité entre le choix de l'un et de l'autre. Tina Turner ou Ella Fitzgerald. Allez, j'ai voulu vous faire plaisir. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.